Donc la prochaine et dernière conférence s'appelle « Comment les émotions changent nos souvenirs ?» et elle sera présentée par Patrick Lemaire, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. D'abord, je voudrais remercier l'association Estigma pour sa confiance en m'invitant à présenter des travaux sur émotion et cognition conduits par les psychologues. Qu'est-ce que ça veut dire, émotion et cognition? On se pose la question de savoir si nos émotions influencent la manière dont on prend une décision, la manière avec laquelle on raisonne, comment on fonctionne dans notre mémoire. Chacun d'entre nous a ici un certain nombre de souvenirs de notre enfance. Parmi ces souvenirs, quelle est la proportion de choses qui nous sont réellement arrivées et quelle est la proportion de choses qui ne nous sont jamais arrivées, qui font pourtant partie de nos souvenirs d'enfance? C'est comme ça que je terminerai ma conférence sur ce point des faux souvenirs. Si entre-temps vous voulez dormir, n'hésitez pas. En fait, j'aborderai cette conférence en 4 temps. D'abord, je vous raconterai un peu les recherches que les psychologues font sur les émotions. On examinera les grands effets des émotions sur notre fonctionnement intellectuel ou notre fonctionnement cognitif. Je parlerai ensuite du cas particulier de la mémoire et je donnerai en conclusion les perspectives. Quelles sont les grandes questions que les psychologues se posent? D'abord, est-ce que les émotions affectent notre cognition? Ou l'inverse, comment la cognition affecte les émotions? Quelles sont les interactions? Et on verra que ces effets changent selon un certain nombre de paramètres. Et on verra comment les psychologues commencent seulement aujourd'hui à comprendre les mécanismes par lesquels les émotions peuvent affecter la cognition et inversement. Alors, qu'est-ce que c'est que les émotions? Très rapidement, pour qu'on se mette tous d'accord, les émotions, c'est un état interne qu'on peut exprimer ou non et qui est souvent accompagné de réactions physiologiques et comportementales. Les psychologues distinguent des émotions dites fondamentales, comme par exemple les émotions positives de joie et de surprise, ou les émotions négatives comme la tristesse, la colère, le dégoût, la peur. Là, j'en distingue 6. Il y a différentes théories, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. Je passe les détails. Ces émotions dites fondamentales, qui sont présentes dans pratiquement tout le règne animal, se distinguent des émotions plus réflexives, comme par exemple la jalousie et l'envie, qui sont des émotions comparatives, ou la honte, la culpabilité, l'embarras, la fierté, qui sont des émotions évaluatives. Ce sont comme les émotions artistiques, ce sont différents types d'émotions. Toutes ces émotions, comment on fait pour les étudier en laboratoire et surtout, comment on fait pour étudier leurs effets sur, par exemple, notre relation sociale? On sait que, par exemple, dès l'âge de 5 ans, quand un enfant est dans le partage émotionnel, eh bien, il est beaucoup plus populaire. Dès l'âge de 5 ans, un enfant qui cache ses émotions, qui est déconnecté de ses émotions, c'est l'enfant le moins aimé de la classe. Et tout ça, ça va être vrai tout au long de la vie, jusqu'à 95 ans à la maison de retraite. Sur le plan de la cognition, voici comment on s'y prend. On peut étudier les émotions de 2 manières, avec des méthodes naturelles ou corrélationnelles. Pour ça, on pose des questions aux gens par des questionnaires où on leur demande d'écrire des journaux intimes pendant une dizaine de jours dans lesquels ils notent chaque soir les émotions qu'ils ont vécues. Puis ils viennent au labo et on sonde un peu leur mémoire, où on étudie des cas cliniques comme la dépression, la schizophrénie, etc. Un certain nombre de cas qui sont connus pour avoir des exacerbations émotionnelles. Sur le plan scientifique, pour mieux comprendre les mécanismes, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode expérimentale avec différentes techniques d'induction émotionnelle. Par exemple, je vais vous faire écouter de la musique ou vous faire voir des vidéos dont je sais au préalable, par des études antérieures, qu'ils déclenchent en nous des émotions. Je peux vous faire réactiver des souvenirs autobiographiques personnels. Je peux vous montrer des images, des mots, ou je peux vous mettre dans des situations de stress, par exemple, et ensuite je vais regarder, une fois que j'ai déclenché chez vous des émotions, si ça change, par exemple, votre mémoire, si ça change les décisions que vous allez prendre dans votre vie. Vous vous souvenez que Marcel Proust disait « il ne faut jamais prendre de décisions qui nous engagent dans des états mentaux qui ne nous engagent pas ». Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles, au contraire, les émotions nous aident à prendre les meilleures décisions dans notre vie? C'est ce que découvrent et sont encore en train de découvrir les psychologues. Pour illustrer comment ils travaillent dans leurs recherches,
Je vais prendre d'abord des exemples et après je ferai un panorama général de ce que l'on sait sur le rôle et l'effet des émotions sur la cognition. Prenez par exemple une tâche. Je vous mets devant un écran d'ordinateur et je vous montre des mots qui sont écrits avec des couleurs d'encre différentes. Par exemple, dans les 3 cas ici, vous devez dire quelle est la couleur de l'encre. Ici, la couleur est rouge. Vous devez dire rouge dans les 3 cas. Mais vous voyez que si le mot est émotionnellement neutre, comme céréales, ici, il est positif, comme humour, ou négatif, comme victime. La question, c'est, est-ce que vous allez mettre le même temps pour dire rouge dans les 3 cas? Eh bien, en fait, regardez. De manière assez surprenante, vous voyez, quand on est en train de dire la couleur sur un mot neutre, on met 719 millisecondes. C'est extrêmement rapide, le cerveau est très rapide. Mais vous voyez que quand on parle de victime, les gens ont dit la même couleur, c'est la même tâche. Eh bien, ils mettent 15 millisecondes de différence. Vous allez me dire 15 millisecondes, les psychologues ne sont vraiment pas, ils travaillent sur 15 millisecondes. C'est énorme à l'échelle du cerveau. C'est absolument significatif, c'est vrai chez tout le monde, y compris chez nous qui avons monté les manips, il y a ces effets-là. Pourquoi on met 15 millisecondes de plus? Parce qu'en fait, on doit s'empêcher de lire le mot pour se focaliser sur la couleur. Dans le cerveau, il y a une compétition entre 2 activités. Et vous voyez que la manière d'inhiber la tâche non pertinente de lecture du mot pour se focaliser sur la tâche pertinente de dénomination de la couleur, qui prend 15 millisecondes, en plus en conditions émotionnelles. Et vous voyez que quand on est en émotion positive, on prend encore plus de temps. Ce n'est pas toujours vrai que les émotions positives nous rendent plus intelligents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit en français un imbécile heureux. Il y a une autre manière d'étudier le même mécanisme. Vous voyez ici, par exemple, je vais vous montrer une image. Je vous la montre pendant 150 millisecondes. C'est très peu. Vous avez à peine le temps de la voir, mais vous en êtes quand même conscient. C'est suffisant pour déclencher en nous une émotion. Et je vais comparer, par exemple, une image menaçante avec une image plus neutre. Ensuite, je vous montre des chiffres. Votre tâche, ce n'est pas de dire le chiffre, ce n'est pas de dénommer le chiffre, mais de dire combien il y avait de chiffres. Vous voyez que quand je vous dis au milieu, vous devez me dire il y a 2 chiffres. La tâche de dénombrement est la même que la tâche de dénomination. Il n'y a pas de compétition dans le cerveau, on dit qu'on est en condition congruente. Et puis en dessous, vous voyez qu'on a envie de dire 2, mais en fait il faut dire 3. Donc c'est le même type de mécanisme. Et au-dessus, c'est une tâche contrôle. Regardez ce qui se passe. Quand on est en condition neutre, vous voyez qu'on met plus de temps dans la condition incongruente que dans la condition congruente de 98 millisecondes. Même pas 100 millisecondes. C'est le temps pour le mécanisme d'inhibition de s'activer dans le cerveau et de se mettre en route. Mais quand je suis sous émotion, il me faut 50% de temps de plus. Vous voyez que l'effet dit Stroop, c'est comme ça qu'on l'appelle en termes techniques, il est de 146 millisecondes sous émotion, alors qu'il est de 98 millisecondes en condition neutre. Cette démarche que je viens d'illustrer ici dans le cadre de l'attention, les psychologues l'utilisent pour étudier le rôle des émotions sur toutes les fonctions cognitives, depuis la reconnaissance des formes, combien de temps vous mettez pour reconnaître votre grand-mère dans la rue, jusqu'à des activités de très haut niveau comme la résolution de problèmes, les mathématiques, on va voir tout à l'heure, la prise de décision, le raisonnement, etc. C'est exactement la même démarche. On déclenche des émotions chez les gens en laboratoire, on leur fait des tâches, on leur fait faire des tâches dont on sait quels sont les mécanismes mentaux qui sont nécessaires pour voir si les émotions affectent les mécanismes mentaux, quels mécanismes mentaux et dans quelle proportion, chez quel type d'individu. Donc, deuxième question. Quels sont les grands phénomènes? Qu'est-ce qu'on sait des effets des émotions sur la cognition? On sait plusieurs choses. La première chose, c'est que parfois, les émotions détériorent nos performances cognitives. Ici, je vous donne des exemples. Vous voyez en haut à gauche, en mémoire à long terme, en haut à droite sur le jugement, sur la prise de décision, sur le raisonnement. Prenons par exemple l'exemple du jugement. Si je vous demande, est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Vous mettez sur une échelle de 1 à 7, 7 si vous êtes heureux et 1 si vous n'êtes pas heureux. Si je vous le demande un jour de pluie ou un jour il fait beau, vous n'avez pas du tout donné la même réponse. Regardez les résultats. Ici, à droite, c'est des collègues sur le campus de Stanford aux États-Unis. Ils ont demandé à plus d'1 millier d'étudiants cette question-là. Quand il faisait beau, sur une échelle de 1 à 7, ils se mettaient en moyenne 6,6. Quand il pleuvait, ils se mettaient 4,9.
Si je vous demande, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? On voit exactement les mêmes résultats. S'il faisait beau, les gens répondaient 7,4 sur 11. Tandis que s'il pleuvait, ils mettaient 5. Donc un jour, si vous demandez si vous êtes heureux dans la vie, regardez d'abord le temps qu'il fait. Deuxième phénomène, parfois les émotions améliorent la cognition. Vous êtes peut-être toujours demandé pourquoi on a des émotions dans la vie, pourquoi il y a l'amour, pourquoi il y a la haine. Des fois, ce sera tellement plus simple la vie sans émotion, on se dit. Eh bien, en fait, non, c'est parce que l'évolution phylogénétique nous a donné la capacité d'augmenter notre intelligence grâce aux émotions. Ce n'est pas toujours le cas, et des fois, il faut payer un prix très cher pour ça. Regardez ici, que ce soit sur l'orientation de l'attention. Par exemple, je vous montre 5 images. Il y en a 4 qui sont pareilles et il y en a une qui est différente. Vous devez dire laquelle est différente. Par exemple, je vais vous montrer 4 lapins et une chaise. Ou 4 lapins et une girafe, pardon. Et 4 lapins et une araignée. Vous allez aller plus vite pour dire que l'araignée est l'objet qui est différent. Ou un serpent. Pourquoi on va plus vite quand on détecte des stimuli qui nous font peur comme l'araignée et les serpents? C'était pour, dans l'histoire de l'humanité, même du vivant, être capable de détecter très rapidement les stimuli menaçants et savoir si, pour survivre, il fallait fuir ou au contraire attaquer. Vous imaginez que si vous prenez 2 heures pour vous demander si le truc qui rugit là devant vous, c'est un truc dangereux ou pas, ben vous ne faites pas long feu. Les émotions ont maximisé les chances de survie de l'espèce et ont optimisé ou contribuent à optimiser le fonctionnement cognitif. Pas toujours, et on verra dans quelles conditions. Ici, c'est pour l'attention, mais pour la mémoire de travail, c'est la même chose. Pour la mémoire à long terme et pour la prise de décision, c'est la même chose. Je pourrais détailler ces exemples-là, mais j'ai appris que j'avais que 40 minutes au lieu de 60, donc je vais aller très vite. Ce qui est intéressant, c'est que les effets bénéfiques ou délétères des émotions sur notre fonctionnement cognitif ne sont pas toujours homogènes. Et ils interagissent, ou on dit qu'ils sont modulés et modérés par différents paramètres. Par exemple, selon le type d'émotion, la tristesse et la colère, qui sont 2 émotions négatives, n'ont pas du tout le même effet sur la cognition, selon les tâches cognitives que l'on accomplit. Elles changent aussi selon le type de tâche. Selon, par exemple, on va voir tout à l'heure que dans la mémoire, selon que je vous donne un test facile ou difficile de mémoire, portant sur le même contenu, l'effet des émotions va différer. Troisièmement, selon le type de problème que vous avez à résoudre, le type de décision qui est exigeante en ressources de traitement, qui est difficile à prendre ou plus facile à prendre, l'effet des émotions ne va pas être le même. Quatrièmement, les situations. Si je vous demande de réaliser une tâche rapidement ou si je vous donne tout le temps que vous avez, l'effet des émotions va être radicalement différent. Et enfin, les caractéristiques des participants, comme l'âge des sujets par exemple, les émotions nous affectent différemment selon notre âge. Avant de le voir, le 3e phénomène qu'ont compris les psychologues dans les dernières recherches qu'ils ont conduites sur le rôle des émotions et de la cognition, c'est on sait maintenant quand les émotions améliorent la cognition et quand elles la perturbent. C'est très simple. En fait, la règle générale, et je vais vous montrer comment on l'a démontré, quand les émotions sont pertinentes pour la tâche ou font écho à notre histoire émotionnelle, alors elles peuvent améliorer les performances cognitives et notre fonctionnement intellectuel. En revanche, lorsqu'elles ne sont pas pertinentes ou ne font pas écho à ce qu'on a vécu, alors elles ont des effets délétères. Comment on peut le montrer? C'est une collègue au Canada, Isabelle Blanchette, qui a fait la manip, par exemple, ici en mémoire. En raisonnement, excusez-moi. Elle l'a fait aussi en mémoire, mais ici, je vous présente le raisonnement. Elle a fait raisonner les gens, 2 groupes de femmes. Un premier groupe des femmes qui avaient eu des expériences de viol au cours de leur enfance. Un autre groupe de femmes qui n'avaient jamais été victimes d'abus sexuels. Et elle leur donne des énoncés à lire sur lesquels elle va leur demander de faire des raisonnements. 3 types d'énoncés. Premier énoncé émotionnel mais non pertinent. Exemple, si un enfant est atteint de leucémie, il souffrira de douleurs intenses. John a 8 ans et souffre de leucémie. Est-ce qu'il souffrira de douleurs intenses? Réponse, oui. Deuxième catégorie d'énoncés, les énoncés émotionnellement pertinents.
Si une victime d'abus sexuels va au tribunal, sa manière de s'habiller sera examinée. Et là encore, on fait juger de la véracité d'une conclusion qu'on tire ou pas. Et enfin, des énoncés neutres. Si le bus est en retard, il y aura plus de monde à l'arrêt de bus. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve ici, vous voyez, ça c'est les performances chez les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Et ici, chez les femmes contrôle, toutes choses égales par ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez? Sur les énoncés neutres, les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels ont de moins bonnes performances. Mais si vous les faites raisonner sur des scénarios d'abus sexuels, elles boostent leur performance. Pourquoi? Parce que leur histoire émotionnelle, personnelle, leur permet de déclencher des mécanismes pertinents pour le raisonnement logique. Alors, ce n'est pas spécifique aux femmes qui ont vécu des abus sexuels. Isabelle Blanchette est aussi allée tester des vétérans du Vietnam et les a fait raisonner sur des scénarios de guerre et des scénarios émotionnels et des scénarios neutres. Elle trouve exactement la même chose. Quand les participants raisonnaient sur des scénarios de guerre, les vétérans du Vietnam augmentaient leur performance en raisonnement. Elle a fait la manip à grande échelle après les massacres au Rwanda. Elle trouve exactement la même chose. Autrement dit, il y a une loi générale qui sort ici, parce qu'elle a fait aussi les manips sur la mémoire, elle a fait les manips sur la reconnaissance, elle a fait les manips sur la prise de décision. Quand les émotions véhiculées par la situation ou le stimulus à traiter sont pertinentes par rapport à notre histoire émotionnelle, nous déployons des mécanismes cognitifs qui augmentent nos performances. On commence seulement aujourd'hui à savoir quels sont ces types de mécanismes-là. Est-ce que les émotions affectent notre fonctionnement intellectuel de la même manière quand on est enfant, quand on est adulte et quand on est âgé? La réponse courte, c'est non. Par exemple, on peut donner des tas de manips, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. À Marseille, on a testé des enfants marseillais auxquels on a, vous voyez, sur un écran d'ordinateur, on monte pendant 3000 millisecondes un écran noir. On dit à l'enfant, attention, prépare-toi. Ensuite, pendant 2000 millisecondes, vous avez 2 secondes, on lui montre une image qui peut être émotionnelle. Ici, c'est un immeuble qui s'écroule. Tout le monde sait qu'à Marseille, ça parle, ça. Ensuite, vous avez sur l'image un petit problème comme 6 plus 3 égale 11. Et l'enfant doit dire oui, c'est vrai ou non, c'est faux. Il appuie sur le rouge pour dire bah non, ça c'est faux. Ou alors 6 plus 3 égale 9, il va appuyer sur le vert pour dire que c'est vrai. On donne 96 problèmes comme ça aux enfants, la moitié sous émotion neutre, l'autre moitié sous émotion négative. Les problèmes peuvent être tout simples, comme des problèmes à un chiffre, ils doivent dire vrai, faux, ou des problèmes, ici c'est les personnes âgées surtout, et jeunes, des problèmes plus complexes. Je vous donne 83 fois 34 et vous devez choisir 2400 ou 3600, lequel des deux produits est le plus proche de la réponse exacte. Alors on teste des enfants sur le premier type de problème et puis des adultes, jeunes ou âgés, sur le deuxième type de problème. Qu'est-ce qu'on trouve chez les enfants? Regardez, ici nous avons nos enfants de 8 ans au CE2. Quand ils vérifient des additions toutes simples, ils mettent 6925 millisecondes, presque 7 secondes. Quand ils sont sous émotion négative, le même enfant, le même problème, ils mettent 8693 millisecondes. C'est une différence de 1768 millisecondes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 30% supplémentaire. Quand nous sommes sous émotion négative, nous perdons en moyenne 30% de nos capacités cognitives. Imaginez les enfants qui arrivent à l'école, en classe, et qui vont étudier avec quelques résidus émotionnels de la maison ou de la cour de récréation. Le plus intéressant, c'est regarder comment évoluent ces effets des émotions avec l'âge. 2 ans plus tard, seulement 2 ans plus tard, vous voyez que les effets ont été divisés par 4 ou 5. Qu'est-ce qui se passe entre 8 ans et 10 ans pour que les enfants soient moins atteints, entre guillemets, des émotions négatives quand ils font des maths? On a plusieurs hypothèses qu'on est en train de tester. Bien sûr, l'augmentation de l'expertise en mathématiques. On sait que nous sommes moins sensibles aux effets délétères des émotions dans un domaine lorsqu'on est expert dans le domaine. L'augmentation de ce qu'on appelle la maturité des fonctions exécutives, on en a parlé plusieurs fois dans la journée, c'est ces capacités à contrôler, inhiber ce qui n'est pas pertinent, gérer les informations mémoire de travail, planifier, etc. Ici, on sait qu'il y a un bouleversement dans le développement cognitif entre 8 et 10 ans qui permet à l'enfant, vous voyez, de résister
aux effets délétères des émotions. Et il y a aussi ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Les enfants, à partir de 10 ans, savent prendre beaucoup plus de distance par rapport à leurs émotions que juste avant. Qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement? Alors, chaque personne qui est dans cette salle doit savoir que c'est le dernier jour de son plus grand malheur de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez comprendre pourquoi. Regardons d'abord ce qui se passe en maths et après je vous dirai la loi générale qu'il y a derrière. Regardez en maths, sur des problèmes tout simples, comme 3 plus 8 égale 13, il devait dire faux, avec le même protocole. On déclenche des émotions par un stimulus émotionnel. Qu'est-ce qu'on voit chez les adultes jeunes? Alors c'est des Marseillais, vous allez me dire, mais on l'a observé aussi chez les Canadiens, on l'a observé, on a des collaborations avec Hong Kong, etc. On trouve les mêmes effets, donc ce n'est pas spécifique aux Marseillais. Vous voyez qu'il y a un effet délétère des émotions de 216 millisecondes, c'est-à-dire que pour faire un problème tout simple comme ça, sous émotion négative, même des étudiants d'université qui sont bons en maths subissent des effets délétères lorsqu'ils accomplissent ce genre de tâches cognitives toutes simples. Que se passe-t-il chez les âgés? Rien. Aucun effet délétère des émotions. La première fois que j'ai présenté ça aux étudiants à la fac à Marseille, il y en a un qui lève le doigt et qui dit « c'est normal, les vieux, ils n'ont plus d'émotions ». Je dis « ah ». C'est une hypothèse intéressante. Est-ce que les données scientifiques le montrent? Évidemment non. Évidemment non. Il y a de nombreuses études avec différentes méthodologies qui montrent que ce qui va changer avec l'âge, ce n'est pas du tout l'intensité des émotions qu'on va vivre. Ce qui change, c'est notre rapport aux émotions et ce que l'on fait de nos émotions. Ici, en effet, nos âgés, alors vous voyez qu'ils sont un tout petit peu plus rapides en maths, ils sont un petit peu meilleurs, mais même quand on prend des âgés qui sont moins bons, qui vont aussi lentement ou aussi vite que les jeunes, on n'a pas d'effet des émotions non plus. En fait, les âgés, une fois qu'ils encodent une image négative, eh bien, ils savent en faire quelque chose de cette image négative pour ne pas en être affectés. Mais vous voyez que quand on a une tâche plus complexe, qui demande beaucoup plus de temps et qui occupe davantage de ressources mentales, on a des effets délétères des émotions chez les jeunes et chez les âgés. Moins fort chez les âgés. On a 450 millisecondes de pénalité, si je puis dire, liées aux émotions, alors qu'on en a presque le double chez les jeunes. Pourquoi ça? Et en fait, on a ce qu'on appelle en psychologie un biais de positivité lié à l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez l'exemple suivant. Je vous montre 2 visages. Un visage d'une femme qui fait la gueule, un visage d'une femme épanouie, souriante. Et je prends les mouvements oculaires pour voir combien de temps, vous avez 2 secondes pour regarder les visages. Sur ces 2 secondes, combien de temps vous allez fixer le visage joyeux? Combien de temps vous allez fixer le visage triste? Si vous êtes jeune, 80% de votre temps va être passé à fixer le visage triste. Si vous êtes âgé, après 75 ans, 75% de votre temps va être passé à fixer le visage joyeux. Si je vous donne une liste de mots à apprendre, sur 30 mots, il y en a 10 neutres, 10 positifs, 10 émotionnellement négatifs. Les jeunes vont rappeler davantage de mots émotionnellement négatifs. Les âgés, davantage de mots émotionnellement positifs, etc., etc. Plus on avance en âge, plus on se focalise sur les informations émotionnellement positives. Alors pourquoi ça? Les psychologues commencent à le comprendre, mais ils ne sont pas encore sûrs des réponses. Voici la réponse que je vous donnerai aujourd'hui, mais dans 3-4 ans, peut-être la psychologie aura fait assez de progrès pour donner une autre réponse. Plus j'avance en âge, plus j'ai conscience de ma mort ou de la finitude de la vie. Et donc, plus je vais maximiser mon bien-être, et donc, plus je vais focaliser, faire attention à vivre des expériences positives. Ceux plus âgés d'entre vous le savent très bien. Plus on avance en âge, moins on se fait chier avec les gens qui nous emmerdent. Pour le dire intuitivement. Résumé intermédiaire, avant de passer à l'exemple plus détaillé de la mémoire, j'ai développé 3 points. Premièrement, les émotions améliorent ou détériorent nos performances cognitives. Ça dépend. Deuxièmement, l'effet des émotions change selon différents paramètres.
Troisièmement, l'impact des émotions sur notre fonctionnement intellectuel ou nos performances cognitives change en fonction de l'âge. Vous voyez que plus on est jeune, plus elles affectent de manière amplifiée les performances cognitives, et plus on avance dans l'âge, et moins on est sensible dans notre fonctionnement cognitif aux émotions, parce que grâce au vieillissement, ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'hypothèse que je vous ai dit là, c'est l'hypothèse californienne. Il y a une hypothèse européenne qui est celle que moi je propose, qui est que, en fait, avec l'âge, on acquiert de l'expérience. Et cette base de données, enrichie par notre expérience, nous fait relativiser sur l'importance des choses et nous fait faire prendre de la distance par rapport aux émotions, nous permet de mieux contrôler et réguler nos émotions. Les deux hypothèses ne sont pas forcément contradictoires, mais pour le moment, on n'a pas encore les données qui permettent de savoir quels sont les mécanismes clés et comment ils interagissent. Bon, ça, c'est les débats scientifiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? Oups. Ça va, je suis dans les temps. Comment les émotions influencent-elles la mémoire? Dans le domaine de la mémoire, on se pose les mêmes questions que dans les autres domaines de la cognition. Est-ce que les émotions amplifient la mémoire? On a tous en souvenir la difficulté qu'on a eue à apprendre les tables de multiplication, le nombre de fois où il a fallu les répéter. Mais on a tous en souvenir des événements qui nous sont arrivés une seule fois et pour lesquels on n'a pas eu besoin de les répéter et qui restent en nous toute notre vie. La saillance émotionnelle était tellement forte pour ces événements que cet événement s'est gravé en nous. Comment cela se fait-il? Est-ce que ce n'est pas les mêmes mécanismes mnésiques qu'on utilise quand on est sous émotion et quand on n'est pas sous émotion? Etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Bien, comme pour les autres domaines de la cognition, les émotions, parfois, ont des effets d'amélioration sur notre performance mnésique et d'autres fois, sous émotion, notre mémoire est davantage perturbée et fonctionne moins bien. En haut, j'ai mis 2 exemples d'études empiriques et de résultats, mais il y en a des dizaines et des dizaines, qui montrent que les effets de la mémoire les effets des émotions peuvent améliorer la mémoire. Ici, par exemple, en haut, vous voyez, on a une tâche de rappel, une tâche de reconnaissance. Je vous donne une liste de mots à apprendre, puis après, je vous demande de me rappeler le plus de mots possible. Ou alors, je vous donne la même liste de mots, puis je vais vous présenter des mots. Pour chaque mot, vous allez me dire s'il faisait partie de la liste des mots que vous avez vus ou si c'est des mots nouveaux. D'accord? Cette tâche de rappel, tâche de reconnaissance. En rouge, vous voyez que ce sont des mots qui sont émotionnellement balancés, qui ont une valeur émotionnelle. Et en noir, ce sont des mots neutres. Et vous voyez qu'on retient davantage les mots qui ont une connotation émotionnelle. Ici, c'est pareil, ce n'est pas qu'une histoire de langage. Parce que ici, c'est la mémoire de diapositive. On l'a fait avec la mémoire des films. À New York, on l'a fait avec le Metropolitan Opera, avec la musique, etc. Le matériel émotionnellement balancé peut faire l'objet de traitements supplémentaires mnésiques beaucoup plus efficaces et s'enregistrer en nous avec moins d'efforts, de manière plus longue. Mais parfois aussi, les émotions perturbent le fonctionnement mnésique. C'est le cas, par exemple, ici, sous stress. Vous voyez ici, par exemple, on a donné une tâche, même type de tâche, on donne des mots et puis tâche de reconnaissance. Ici, c'est la reconnaissance immédiate, c'est-à-dire juste après avoir appris les mots, on demande aux gens s'ils reconnaissent chaque mot. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que sous stress, ils sont capables de ne reconnaître que 51% des mots, alors que quand ils ne sont pas sous stress, c'est 59%. C'est 8% de différence, c'est-à-dire en fait c'est 20% en réalité sur de différence. Donc le stress peut vous faire diminuer votre mémoire d'au moins 20%. Ici, une semaine après, on fait revenir les gens au labo et on leur montre des mots en leur disant, vous vous souvenez, il y en a qui ont été présentés la semaine dernière et d'autres qui sont nouveaux. Vous allez me dire lesquels sont nouveaux et lesquels sont anciens. Et vous voyez que, une semaine après, on voit qu'il y a une petite diminution, 15% en moins, c'est normal. Mais vous voyez qu'on a encore un effet de stress. Et donc, ici, c'est le cas du stress, mais ça a été montré avec d'autres émotions. Les émotions, parfois, améliorent le fonctionnement amnésique. Parfois le détériore. OK. Ici, c'est une expérience qui a été faite à Lyon par des collègues. Alors, elle a été répliquée de nombreuses fois. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, c'est pour vous montrer que l'évolution avec l'âge, on voit que ici, les collègues, vous voyez, montraient des images successivement. Et après, on montrait une image et ils devaient dire dans quel carré
les images étaient présentes. Puis après, on leur demandait de nous dire quelles étaient toutes les images qu'ils ont vues. Et Anna Cheney, avec ses doctorants, ce qu'elle a montré, c'est qu'elle a fait la manip chez les enfants et chez les adultes. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, comme chez les adultes, chez les enfants, vous voyez une meilleure mémorisation des images émotionnellement négatives que positives que négatives. Et par contre, on voit un effet différent sur ce qu'on appelle la mémoire du binding, c'est-à-dire la mémoire associative. On retient les informations et on lit les informations entre elles. Et vous voyez que l'effet des émotions ici change. L'effet des émotions est positif, facilite la création de liens entre informations, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Donc vous voyez que pour certaines fonctions cognitives, on a les mêmes effets chez les enfants que chez les adultes. Pour les mêmes fonctions cognitives, selon la manière dont on va les tester, on peut avoir des effets beaucoup plus importants chez les enfants que chez les adultes, et pour d'autres encore, beaucoup moins importants. Non seulement les émotions affectent la quantité d'informations qu'on stocke dans notre mémoire, mais elles affectent également le type d'informations qu'on stocke dans notre mémoire. Regardez ici, à gauche, sur votre gauche, c'est un collègue de Stanford qui a hypnotisé des sujets. Et à un groupe de sujets, il les a, sous hypnose, induits en état émotionnellement positif. À l'autre groupe, en état émotionnellement négatif. Ensuite, il a réveillé ces sujets, il leur a fait lire un texte en leur disant « Rappelez-vous de ce que vous avez lu ». Et enfin, il leur demande de rappeler le plus d'informations possibles sur ces textes. Dans les textes, il y avait des informations émotionnellement positives et des informations émotionnellement négatives. Regardez ce qu'ils trouvent. Ici, vous avez les gens qui, sous hypnose, sont devenus heureux. Qu'est-ce qu'ils vous rappellent? Ils vous rappellent presque 2 fois plus d'événements positifs que d'événements négatifs. Le pourcentage d'informations correctement rappelées est de 75% quand ces informations sont positives et de 42% quand elles sont négatives, le même individu. À l'inverse, les gens qu'on a fait déprimer sous hypnose, c'est facile de rendre quelqu'un déprimé sous hypnose. Eh bien, regardez, c'est tout à fait l'inverse. Ils rappelaient 77% des informations négatives et 43% des informations positives. Tout se passe comme si notre état émotionnel nous conduisait à focaliser notre attention ici sur les informations positives, là sur les informations négatives. Ça a été répliqué, y compris sur les souvenirs personnels. Quand vous êtes d'une humeur négative ou sous émotion négative, vous allez réactiver beaucoup plus de souvenirs négatifs que de souvenirs positifs. Tout à l'heure, on va voir aussi que ça change la manière dont vous regardez votre vie selon l'état émotionnel dans lequel vous retrouvez des souvenirs. Mais regardez ce qui se passe. Ah non, regardons d'abord les déprimés. La manip des visages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je montre des visages aux gens, une trentaine. Il y en a qui expriment une émotion joyeuse, d'autres une émotion neutre et d'autres enfin une émotion triste. Je vous en montre une trentaine, 2 secondes par visage. OK? Puis, je vais vous montrer 60 visages. La moitié faisait partie des visages que je vous ai montrés. L'autre moitié sont des visages nouveaux. Et on fait cette expérience chez des gens contrôle et puis chez des gens qui sont en grave dépression. Vous voyez à gauche le pourcentage d'items de visages correctement reconnus chez les gens qui sont en grave dépression. Vous voyez que ceux-ci, en rouge, sont capables de reconnaître 90% des visages qui exprimaient une émotion négative. Nettement supérieur aux visages neutres et aux visages joyeux. À l'inverse, les individus contrôlent, toutes choses égales par ailleurs. Les gens ont le même âge, le même sexe, le niveau d'études équivalent, fonctionnement cognitif équivalent, etc. Je vous passe les détails techniques des cuisines méthodologiques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit complètement l'inverse. Les individus contrôlent, mémorisent ou rappellent, reconnaissent correctement 90% des visages à expression positive. Davantage qu'à expression neutre et davantage qu'à expression négative. Celle-ci est encore plus dramatique. Je fais venir des gens au labo, ils sont en dépression ou pas, je leur fais faire 10 tâches. Et
Je les ai suffisamment bien pensées pour qu'ils en réussissent certaines et ils en échouent certaines. Ça va? Je les fais revenir une semaine après. Je sépare mon groupe en deux. À un premier groupe, je vais demander, à votre avis, sur les 10 tâches que vous avez réalisées la semaine dernière, vous vous souvenez, vous avez fait des tâches, combien en avez-vous réussi? Si vous êtes en dépression, alors que vous avez réussi autant de tâches que les gens en groupe contrôle, vous allez vous rappeler que vous avez moins réussi de tâches ou pensez que vous avez moins réussi de tâches que les gens du groupe contrôle, alors même que les deux groupes ont réussi autant de tâches. Si vous posez l'autre question à l'autre groupe, combien de tâches vous vous souvenez avoir échoué? Les déprimés pensent avoir échoué beaucoup plus de tâches que les contrôles. Autrement dit, quand on est en émotion négative, ici, c'est dans des émotions négatives exacerbées. Mais même, c'est des effets qui ont été répliqués chez les sujets tout venants, chez qui on a induit des émotions. Non seulement ça change les performances cognitives, mais ça change le souvenir de nos réussites et de nos échecs. Et comme l'image de soi et la confiance en soi et tous les autres paramètres qu'on appelle affectifs de la vie réelle sont influencés par les sentiments de réussite et d'échec, vous comprenez les bulles négatives dans lesquelles, ou les spirales négatives dans lesquelles on est conduit. Vous êtes prêts pour la dernière étape? On y va. Est-ce que les émotions peuvent créer en nous des faux souvenirs? Il y a plusieurs techniques que les psychologues ont mis au point ces 10-15 dernières années pour étudier ce genre de phénomène. On sait tous que la mémoire n'est pas infaillible, on sait tous que ce n'est pas un disque dur sur lequel on enregistre fidèlement toutes les informations. On transforme les informations, la mémoire n'est pas infaillible. Alors ici, je vous donne un exemple d'étude sur la création de faux souvenirs. On fait venir des gens au labo, et puis entre-temps, on passe un coup de fil à papa-maman, et on leur dit, vous pouvez envoyer une photo de votre fils ou de votre fille quand elle était toute jeune ou quand il était tout jeune. OK, voici la photo qu'on a reçue. Et puis, grâce à Photoshop, enfin le Photoshop utilisé par les psychologues, on fait un montage. Quand on fait venir les gens au labo, on leur dit, essayez de me raconter, 10 souvenirs d'enfance, ou le plus que vous pouvez, qui vous est arrivé entre 3 ans et 8 ans. Les gens racontent, etc. Okay, vous allez évaluer si ça vous est arrivé, etc. Et le psychologue qui fait l'imbécile, il dit toujours « Ah, mais je suis vachement étonné parce que, en fait, vous n'avez pas l'air de parler de votre voyage en montgolfière. » Les gens regardent le psychologue, ils disent « Mais j'ai jamais fait de voyage en montgolfière. » Il dit « Ah bon ? Mais peut-être vous l'avez oublié parce que, regarde, vos parents ils nous ont envoyé une photo et vous voyez, on vous voit avec votre père faire un voyage en montgolfière. » Et là, il y a un tiers des sujets qui doutent. Qui dit, bon, c'est pas grave, hein, on ne se rappelle pas toujours de tout. On fait revenir les gens 15 jours après au labo. Et on leur dit, vous vous souvenez, il y a 15 jours, on vous avait demandé de nous rappeler quelques souvenirs. On va essayer de refaire le même type d'exercice. Alors, vous pouvez rappeler des souvenirs que vous aviez déjà évoqués, puis vous pouvez rappeler des souvenirs nouveaux qui vous seraient revenus. Les 2 tiers des sujets parlent de leur voyage en montgolfière. Si on leur demande d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de certitude que ça leur est vraiment arrivé, sur ces 2 tiers, il y en a les 3/4 qui évaluent à plus de 7. La création de faux souvenirs a des impacts extrêmement importants, non seulement sur la connaissance fondamentale académique des théories sur la mémoire, mais aussi sur les pratiques. Comprenez pourquoi en psychanalyse, il faut travailler au moins 10 à 15 ans pour savoir trier le bon gré de l'ivraie. Est-ce que les émotions affectent la création de faux souvenirs? Est-ce que les émotions nous aident à avoir moins de faux souvenirs ou au contraire entraînent la création de plus de faux souvenirs? Et j'en ai bientôt terminé. Alors, il y a d'autres techniques pour étudier les faux souvenirs. Par exemple, la première étude qui a été faite, c'est par Chuck Brenner aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne une liste de mots aux gens, comme ça, et il leur dit, après, je vous donnerai une tâche de reconnaissance et vous devrez dire si vous avez vu le mot ou pas. Par exemple, les mots présentés étaient lit, repos, fatigué, profond, paisible, dormir. Et puis après, on donne une liste de mots à reconnaître. Dans ces mots, il y avait les mots anciens qu'on appelle les cibles. Ça va être vrai souvenir. Et puis, il y a des mots qui n'ont pas été vus. Mais il y a 2 types de mots qui n'ont pas été vus. Les mots
sémantiquement reliés, c'est-à-dire qui ont une signification proche des mots appris, et puis des mots qu'on appelle contrôle, qui n'ont pas de signification, ne sont pas synonymes, ils n'ont rien à voir avec les mots appris. La question pour nous, c'est de savoir, est-ce que les gens vont dire oui quand ils vont voir sommeil, comme s'ils avaient vraiment vu le mot et qu'ils le reconnaissaient, alors qu'ils ne l'ont jamais vu? Est-ce que ça va être plus le cas quand ces mots vont être émotionnellement positifs ou émotionnellement négatifs ou neutres? Bien, regardez, par rapport à la condition neutre, donc en noir, c'est les vrais souvenirs. Ça, c'est, ils ont dit oui et il fallait qu'ils disent oui. En rouge, ils ont dit oui, mais il fallait qu'ils disent non. Vous voyez que même pour les mots neutres, on arrive à 42% de faux souvenirs. Neutres. Regardez ce qui se passe au niveau des émotions négatives. Vous faites monter, évidemment, les cibles, ça on le sait, c'est l'effet d'amplification mnésique. Mais regardez, vous faites presque doubler les faux souvenirs. Quand vous avez des souvenirs émotionnellement négatifs, vous allez enrichir ces souvenirs davantage de négativité et associer des informations par autocréation du système, on le sait comment ça marche sur le point de vue théorique, je vous passe les détails, d'informations négatives. Et un souvenir négatif va devenir encore plus négatif. Que se passe-t-il sur les souvenirs positifs? Eh bien, sur les souvenirs positifs, vous voyez que vous avez moins de faux souvenirs. Ça, c'est une spécificité du cerveau. Personne ne sait pourquoi. Si Dieu nous avait créés, cet imbécile aurait mieux fait de nous faire créer des souvenirs positifs en masse et en pagaille. C'est bien mieux pour la vie. Non. On est plus sensible aux informations négatives. Les souvenirs, les émotions positives nous aident à trier le bon grain de livret et à ne pas se leurrer par les faux souvenirs. Ceci a des conséquences extrêmement importantes, évidemment, sur la théorie des liens émotion-cognition et sur les théories relatives à la mémoire, mais également sur les pratiques psychothérapeutiques. Ceux d'entre vous qui font de la psycho savent aujourd'hui qu'on ne peut plus tout à fait souscrire aux pratiques psychanalytiques, au moins dans le début d'un traitement, même si à la fin elles peuvent être très meilleures. En effet, vous vous souvenez les positions de Freud qui disait « Quand j'ai vécu un traumatisme, il faut vite que j'en parle ». En fait, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas en parler tout de suite. On prend la petite fille qui vient de se faire violer dans les bras, etc., ou on prend quelqu'un qui a un traumatisme, mais surtout, on n'en parle pas. Pourquoi? Dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez faire fonctionner ce qu'on appelle les amplificateurs des lobes frontaux et préfrontaux, et ça va fixer le souvenir, et ça va fixer suffisamment de souvenirs pour les enrichir de négativité. Une fois le désamorçage émotionnel qui va avec le temps qui passe, et le soutien psychologique, physique ou environnemental, quand le système émotionnel est un peu désactivé, alors la parole peut avoir la vertu thérapeutique telle que les Freudiens l'ont proposée. Et c'est comme ça qu'on peut donner davantage de sens à nos souvenirs traumatiques ou à nos émotions et arriver à s'en dégager du point de vue émotionnel pour les conserver et les nettoyer, c'est-à-dire permettre au cerveau de redigérer ou de faire ce que tablait tout à l'heure, la réévaluation cognitive, afin de ne plus en être autant affecté. Dernier point, la recherche aujourd'hui en psychologie sur les liens émotion-cognition est encore balbutiante. On a mis au point en évidence un certain nombre de phénomènes comme ceux que je viens de vous présenter. Mais maintenant, on va chercher les mécanismes. En psycho, on est comme en chimie. La chimie, elle a fait des gros progrès dans les années 50 parce qu'on a découvert les réactions moléculaires élémentaires. Eh bien, en psycho, on est en train de faire la même chose. On est en train de découvrir les mécanismes mentaux que le cerveau met en œuvre pour se laisser influencer par les émotions ou au contraire s'en protéger. Et les psychologues conduisent un certain nombre d'études. Alors, je pourrais en citer des tas d'autres. Je vais en citer une qui a été faite localement par Gaëne Plancher, où dans la mémoire de travail, par exemple, elle a montré que les émotions affectent le maintien en mémoire de travail. Alors, sa manip, elle est rigolote. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente des séries de 5 lettres aux participants. Vous voyez, il y a d'abord une croix de fixation pendant 500 millisecondes, une lettre pendant 800 millisecondes, puis elle montre des photos d'animaux ou d'objets. Et à chaque fois, les individus doivent dire pour chaque animal, par exemple, s'il tient dans une boîte à chaussures. Oui, non. OK? Et puis après, on passe, il y en a 3 comme ça, et après on passe à la deuxième lettre, jusqu'à 5 lettres. Ça va? En parallèle, comme on est des psychologues, on sait bien qu'on est tous sadiques, on fait répéter aux gens bla 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 ou beba bibobu, etc.
Pourquoi? Parce que ça bloque ce qu'on appelle la boucle articulatoire et du coup, vous ne pouvez pas vous faire de l'autorépétition mentale. Est-ce que quand les items entre les lettres étaient émotionnels ou pas? Est-ce que quand ils étaient émotionnels, ça perturbait le maintien des lettres en mémoire? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a trouvé. Vous voyez ce qu'on voit ici, quand on regarde le nombre de lettres rappelées, si les items interférents entre deux lettres étaient neutres, vous voyez qu'ils rappellent plus de lettres que quand les items sont émotionnels. Autrement dit, l'émotion va non seulement perturber l'encodage des informations, ça on le sait depuis longtemps, elle va perturber aussi la récupération des informations en mémoire, ça aussi on le sait depuis longtemps, mais ce qu'elle a montré en 2019, Gaëne, c'est que ça perturbe également les mécanismes de maintien, et y compris les mécanismes de maintien en mémoire de travail. Et on fait comme ça sur tous les mécanismes mentaux déjà connus par les psychologues pour tester ceux qui sont affectés par les émotions et ceux qui ne sont pas affectés par les émotions. Et on découvre que tous les mécanismes ne sont pas affectés par les émotions. Certains mécanismes sont très résistants aux émotions. D'autres sont beaucoup plus sensibles aux émotions. Pour respecter le timing, conclusion et perspective, on a vu que les émotions changent nos performances cognitives, mais également notre fonctionnement cognitif, la manière dont on se sert de notre cerveau change sous émotion. Les effets des émotions changent selon un certain nombre de paramètres comme l'âge des participants. Et ceci nous aide à ouvrir des nouvelles perspectives. Un des exemples de la nouvelle perspective, c'est ce que Jonathan disait tout à l'heure, la régulation émotionnelle. Savoir des choses sur comment les émotions changent notre fonctionnement cognitif, c'est important. Savoir des choses sur comment notre cognition change nos émotions, c'est aussi important. Car on dit souvent « Ah, je ne peux rien contre l'amour. Je ne choisis pas d'aimer. » Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? On a envie de penser que c'est vrai, parce que nos expériences nous montrent que des fois, nous sommes sous l'emprise de nos émotions. Et en fait, les travaux des psychologues montrent que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il existe des possibilités pour le système cognitif d'infléchir le type d'émotion, la nature des émotions, la durée des émotions, l'intensité des émotions, leur occurrence, etc. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Et les travaux sur la régulation émotionnelle montrent qu'on a différentes stratégies de régulation émotionnelle. Et évidemment, cela complète l'image qu'on a du cerveau passion et cerveau raison, qu'avec Descartes, on pensait complètement séparés, mais qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas séparé puisqu'ils sont en interaction constante, mais aussi et surtout, ça change les voies thérapeutiques. Quand on peut aujourd'hui aider les gens qui souffrent de troubles de l'émotion et de l'humeur, et 99% d'entre nous en traversent à différentes étapes de notre vie, on sait aujourd'hui comment aider beaucoup mieux à être moins victime des émotions délétères et à enrichir nos vies d'émotions beaucoup plus positives. Donc si, comme Darwin, vous vous demandiez pourquoi on a des émotions, même si les scientifiques ne posent jamais la question du pourquoi, mais toujours du comment, les émotions, sans souscrire à une fin téléonomique, ont pour fonction de mettre plus de vie dans nos vies. Merci pour votre intérêt. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On va prendre quelques questions. Du coup, n'hésitez pas à faire signe et je vous passe le micro. En fait, ça, c'est pour les 2 minutes de pub. Hein. Tout ce que vous avez toujours rêvé savoir sur le lien émotion et cognition, sans jamais oser le demander, vous le trouverez dans mon dernier bouquin, soit en version anglaise, soit en version française. Et si vous voulez savoir tout ce que j'ai écrit, ma vie, mon œuvre, vous allez voir mon site web. Question? Merci beaucoup, c'était passionnant. On a vraiment bien fait de venir pour vous écouter. Vous avez beaucoup parlé des émotions et du système 1, donc système rapide. Qu'est-ce que vous pensez de la peur qui a été l'élément sur les 4 dernières années, rappelé à l'envie? Alors, sur les faits, sur notre capacité à réfléchir ou notre incapacité à réfléchir, première question. Et puis deuxième question, comme vous le disiez, quand on voit les gens qui sont hypnotisés et quand on leur refait peur, ça ancre cette peur qui est déjà en eux. Est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière ou c'est simplement de la bêtise et de la mauvaise intention, enfin,
simplement de la bêtise, pardon. Non, vous posez des questions extrêmement importantes. Il y a au moins deux questions. La question des systèmes, c'est dommage, notre collègue il n'est pas là, mais je lui aurais montré que c'est complètement débile de penser le cerveau en termes de système. Ça c'était vrai pour Kahneman en 2012, mais maintenant on pense plus comme ça. Et en plus, si on pense en système, on pense qu'il y a 2 systèmes et pas 3 systèmes. Des collègues à Paris pensent qu'il y a 3 systèmes, mais ils confondent la notion de système et la notion de mécanisme. Le mécanisme d'inhibition n'est pas un système. Par ailleurs, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas en termes de système qu'il faut penser le fonctionnement du cerveau, mais en termes de mécanisme. Parce que si on pense en termes de système, les systèmes sont étanches et ils ne peuvent plus interagir. Et donc tous les phénomènes récemment mis en évidence plaident en défaveur de l'existence d'un système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécialisations modulaires dans le cerveau. Mais donc l'implication de ce que vous dites, c'est par rapport à la peur. Alors la peur est une des émotions les plus fondamentales, celle qui a le plus été étudiée dans toutes les espèces animales. On a même fait peur à des araignées, ok ? Donc, jusqu'à l'être humain. C'est l'émotion pour laquelle on a été le plus précablé, qui est presque la plus inévitable. Sauf si vous êtes psychopathe, normalement, beaucoup de choses vous font peur dans la vie. Et c'est normal. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de ses peurs et de se faire confiance dans la gestion de ses peurs. C'est la deuxième question. Dans la troisième question que vous posez, qui est encore plus importante, c'est l'accumulation des peurs ou la succession des émotions. Il y a eu une question tout à l'heure. Effectivement, dans nos travaux, on a montré ça, que si vous faites l'expérience d'une émotion 2 fois de suite, en particulier négative, les effets vont s'amplifier. C'est pour ça que, par exemple, quand on est en dépression, c'est difficile de s'en sortir parce qu'on accumule les stresseurs, comme on dit en termes de jargon. Au début, vous faites face à un premier stresseur, ça va, vous en remettez. Au deuxième stresseur, vous y faites face, mais vous prenez plus de temps. Troisième stresseur, ça prend encore plus de temps. Et à un moment donné, le système y bascule parce qu'il a tellement accumulé qu'il n'a plus les moyens légitimes et les ressources pour faire face. Et il faut venir en aide au système pour lui apporter le soutien. Donc il y a une amplification des effets délétères des émotions. Hélas, il n'y a pas d'amplification des effets des émotions positives. Donc ne tombez pas 15 fois amoureux dans votre vie, ça ne va pas être meilleur au bout de 15 fois qu'au bout d'une fois. Deuxième question. Oui, j'ai une question à un moment de... Oui. Une question à un moment donné, vous dites plus on vieillit et plus on gère, et notamment parce qu'on a conscience de l'état de la mort. Est-ce qu'on observe chez des personnes qui ont été accidentées, qui ont été face à la mort, un comportement qui est différent ? Tout à fait. Excellente question. En effet, l'hypothèse de Laura Carstensen à Stanford dit que plus je m'approche de la mort, plus j'ai conscience de la finitude de ma vie, et donc plus je vais prioriser les expériences maximisant mon bien-être. Si c'est vrai, alors quand je vais voir des individus qui ne sont pas âgés, mais qui sont proches de la mort, je devrais trouver la même chose. Ça a été fait. On va dans les services de cancérologie et on fait le même genre de tâches. Chez des gens victimes du cancer, atteints du cancer, entre 20 et 40 ans, on trouve exactement les mêmes patterns que chez les âgés. Vous leur montrez un visage triste, un visage joyeux pendant 2 secondes. Les gens atteints d'un cancer en phase terminale, on va dans les services de soins palliatifs pour ça, eh bien, ils vont regarder davantage le visage positif. Vous testez leur mémoire, ils vont retenir davantage de matériel positif. Et c'est pour ça que, même si je pense que ce n'est pas toute l'histoire, je pense qu'elle a mis son doigt quand même sur un aspect intéressant. Plus j'ai conscience de la finitude de la vie et je sens la mort comme faisant partie réellement de ma vie, proche ou moins proche, plus le système motivationnel du cerveau va changer ses priorités et se recalibrer. Et il a raison de faire ça. Quand on va voir, par exemple, des personnes âgées qui ne le font pas, parce que ça arrive, et là c'est intéressant, eh bien vous apercevez que c'est prédictif d'un vieillissement cognitif, accéléré, amplifié et pathologisé. Bon, en raison du fait qu'on n'a plus de temps, on va devoir malheureusement arrêter ici le temps d'échange. Et si vous voulez, si évidemment Monsieur le maire est d'accord, vous pouvez continuer cet échange devant la fac, parce qu'il faudra quitter le lieu en fait. Merci beaucoup. On est obligé de quitter le lieu. Merci beaucoup encore une fois pour tout le monde.